Merci d'avoir préféré Icon TV pour cette nouvelle randonnée informative. Renforcement de la coopération culturelle entre le Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite. Les deux pays ont signé à travers le ministre Jean-Michel Abimbola un mémorandum d'entente à Jeddah en marge de la conférence des ministres de la culture du monde islamique qui s'achève ce 13 février 2025. On retrouve Jean-Théophile Oti pour les détails. Le Bénin renforce ses liens culturels avec l'Organisation de la coopération islamique et l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Le Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite ont signé un mémorandum d'entente ce 12 février 2025 à Jeddah. Un partenariat qui couvre des domaines variés tels que le patrimoine, les musées, le cinéma, la mode, la musique, les arts culinaires, les arts visuels et bien d'autres. Un mémorandum d'entente qui est acté en marge des travaux de la 13e conférence des ministres de la culture du monde islamique qui se déroule à Jeddah en Arabie Saoudite. Une occasion durant laquelle Jean-Michel Abimbola, ministre béninois de la culture, a souligné l'importance des cultures arabes dans la construction de ponts intellectuels. Il a présenté le projet de centre culturel arabe à Cotonou comme un moyen d'enrichir les échanges culturels avec le monde arabe. À travers ces accords de partenariat, le Bénin aspire à devenir un véritable carrefour mondial de culture. Lancement ce 12 février du projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement de la base et moyenne vallée de l'Ouémé par le ministre Gaston Kossi-Dossoui. À travers ce projet, le gouvernement béninois entend garantir la sécurité alimentaire en promouvant les filières riz, maïs, poisson et le maraîchage. Elvis Tiakpe pour les explications. Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations cibles de la vallée de l'Ouémé par l'aménagement des périmètres irrigués, la création de voies d'accès et la construction d'infrastructures socio-économiques, procéder à la construction de 7 postes d'eau autonomes, à l'acquisition d'équipements pré- et post-récolte, à la création de 2500 nouveaux emplois dans l'agriculture et les industries non agricoles. Tels sont les objectifs du projet de développement des infrastructures agricoles et de désenclavement de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé. Ce projet du gouvernement béninois lancé ce 12 février 2025 à Cotonou est estimé à 95,44 milliards de francs CFA et financé d'une part par la Banque islamique de développement, la Banque ouest-africaine de développement et d'autre part du budget national. Ce projet qui s'étendra sur 2,155 hectares promeut les filières riz, maïs, poisson et maraîchage. Le Bénin fait un pas de plus en matière de lutte contre la corruption. Selon le rapport de Transparency International publié le mardi 11 février, le Bénin a progressé de 2 points comparativement à 2023. Avec un score de 45 sur 100 contre 43 en 2023, le Bénin fait un bond de 2 points dans le classement de l'indice de perception de la corruption en 2024 de Transparency International. Le Bénin se hisse à la 7e place en Afrique dans le classement 2024 au même titre que la Côte d'Ivoire, le Sao Tomé et le Sénégal. Selon le rapport publié ce mardi 11 février 2025, en 2024, la région de l'Afrique subsaharienne a une fois de plus enregistré le score moyen le plus bas de l'indice de perception de la corruption avec seulement 33 sur 100,90% de ces pays obtenant un score inférieur à 50. Malgré ces résultats annuels très faibles, certains pays africains ont investi dans la lutte contre la corruption et réalisé des progrès remarquables selon Transparency International. Les Seychelles restent le meilleur élève de la région, suivi par le Cap-Vert et le Botswana. La Guinée équatoriale, le Soudan du Sud et la Somalie obtiennent les résultats les plus faibles sans aucun signe d'amélioration. Au niveau mondial, le Danemark obtient le score le plus élevé de l'indice pour la 7e année consécutive. Il est suivi de près par la Finlande et Singapour. Les tendances dangereuses relevées par l'indice de perception de la corruption de cette année montrent qu'il est encore nécessaire de prendre des mesures concrètes dès maintenant pour lutter contre la corruption à l'échelle mondiale. Des diligences pour la prise en charge psychologique des militaires déployés sur les théâtres d'opération ont été au cœur des débats avec la hiérarchie militaire au ministère de la Défense. Au thème de cette rencontre, il ressort que le soutien psychologique soit intégré dès la préparation des militaires tout au long de leur déploiement et après leur retour. Jean-Théophile Oti.
Ouverture ce mercredi 12 février des travaux de réflexion sur la mise en place d'un mécanisme de soutien et de prise en charge psychologique des militaires déployés sur les théâtres d'opération. La santé mentale de nos militaires n'est pas un luxe, c'est une composante essentielle de la sécurité nationale. Il est de notre responsabilité collective de leur offrir des ressources nécessaires pour qu'ils poursuivent leur mission dans les meilleures conditions possibles en toute sécurité tant sur le plan physique que psychologique. C'est en ces thèmes que le colonel-major Mathias Alizanon, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a lancé les travaux dans la salle de conférence du ministère de la Défense nationale. Une initiative du chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général de division Fructueux Gbaguedi, soutenu par le ministre Alain Fortuné Nouatine de la Défense nationale. Les médecins militaires, des psychologues, assistants sociaux, spécialistes de santé mentale et autres cadres invités à cette rencontre par le conseiller technique aux affaires sociales du ministère auront essentiellement pour tâche de définir les modalités de la mise en œuvre du mécanisme, de mettre en place une feuille de route et d'implémenter un plan d'action. Février, mois par excellence de l'amour. La Saint-Valentin, généralement fêtée le 14 février, est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Des personnes profitent pour s'échanger des mots doux et des cadeaux. À quelques heures de cette fête, Jean Théophilotti nous dit comment cette célébration a évolué et est devenue aujourd'hui la fête des amoureux. Chaque année, le 14 février, la Saint-Valentin est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. Mais d'où vient cette tradition associée à l'amour et aux échanges de cadeaux? Son histoire remonte à plusieurs siècles et trouve ses origines dans des rituels antiques, des légendes chrétiennes et des traditions médiévales. Avant d'être reconnue comme une fête de l'amour, la Saint-Valentin était précédée par des célébrations païennes. Dans la Rome antique, on fêtait les Lupercales, une fête de la fertilité qui se déroulait autour du 15 février. Durant cette cérémonie, les prêtres de Lupercus sacrifiaient des animaux et fouettaient les jeunes femmes avec des lanières de peau pour leur assurer fécondité et bonheur conjugal. Lorsque le christianisme s'est imposé, ces traditions païennes ont progressivement disparu. En 496, le pape Gélas Ier interdit les Lupercales et établit le 14 février comme fête de Saint-Valentin en honneur d'un saint martyrisé par l'Empire romain. L'identité exacte de Saint-Valentin reste floue car plusieurs martyrs chrétiens portent ce nom. Toutefois, la légende la plus répandue évoque un prêtre nommé Valentin de Terni qui, sous l'empereur Claude II, aurait défié l'interdiction de marier les soldats romains. Il aurait secrètement béni les unions avant d'être arrêté et exécuté le 14 février 269. Une autre légende raconte que durant son emprisonnement, Valentin aurait guéri la fille aveugle de son geôlier et lui aurait laissé un message signé Ton Valentin. Ce récit aurait contribué à l'association de la fête avec l'amour et les échanges de billets doux. Au fil des années, la tradition s'est perpétuée et a évolué. À partir du XVIIIe siècle en Angleterre, l'échange de cartes et messages romantiques devient une coutume populaire. Avec la révolution industrielle, les premières cartes imprimées apparaissent au XIXe siècle, notamment aux États-Unis, contribuant à la diffusion mondiale de la fête. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est une célébration largement influencée par la société de consommation. Les couples échangent fleurs, chocolat, bijoux et dîners romantiques, faisant du 14 février une période commerciale incontournable. De ses origines romaines à sa commercialisation moderne, la Saint-Valentin a traversé les siècles en évoluant avec les sociétés. Aujourd'hui, elle demeure un symbole de l'amour et de l'affection, célébré à travers le monde sous différentes formes. Qu'elle soit romantique, amicale ou même contestée, cette fête continue d'inspirer et d'animer les cœurs chaque année. Le 38e sommet de l'Union africaine se tiendra les 15 et 16 février 2025 à Addis Abeba en Éthiopie. Une rencontre qui réunira les chefs d'État et de gouvernement des 55 États membres de l'Union africaine. À quelques heures de l'ouverture des discussions, Jean Théophilotti nous explique les défis qui attendent les dirigeants africains pendant cette rencontre cruciale.
Le coup d'envoi du 38e sommet annuel de l'Union africaine a été donné ce mercredi 12 février à Addis Abeba en Éthiopie. Première étape, la réunion du conseil exécutif mercredi et jeudi avant la réunion des chefs d'État de ce week-end. La désignation d'un nouveau président de la commission pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat est très attendue. Ce sommet se tient alors que l'organisation est critiquée pour son impuissance face à la multiplication des crises et des conflits sur le continent. Les conflits meurtriers au Soudan, la reprise de la guerre dans l'est de la RDC avec un risque d'escalade régionale, la crise post-électorale au Mozambique, la menace terroriste persistante au Sahel et 6 pays suspendus de l'organisation après une prise de pouvoir par des militaires sont aussi sur la table des échanges. Il faut rappeler qu'il y a longtemps que l'Union africaine n'avait pas eu à affronter autant de défis. Pas de discussion sur l'Ukraine sans les Européens. Mis à l'écart et sous le choc des discussions entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur l'Ukraine, les Européens ont averti ce jeudi que tout accord de paix négocié sans Bruxelles et Kiev serait voué à l'échec. Plusieurs dirigeants européens se veulent rassurants. Explication. Les chefs des diplomaties de 6 pays européens et de l'Ukraine ont affirmé mercredi 12 février que l'Europe et Kiev devraient participer à toute négociation sur une résolution du conflit russo-ukrainien. Cette réunion s'est tenue après que Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé pendant plus d'une heure et ont décidé, selon la présidence américaine, de lancer des négociations immédiates pour mettre fin au conflit en Ukraine. Donald Trump a promis une rencontre prochaine avec son homologue russe et prédit un cessez-le-feu dans un futur pas si lointain en Ukraine. De son côté, Vladimir Poutine a dit à Donald Trump vouloir trouver une solution de long terme au conflit ukrainien via des pourparlers de paix, a annoncé le Kremlin. La Confédération africaine de football CAF a procédé ce jeudi au tirage au sort des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations U17 Maroc 2025. Gaius Abouakounou nous dit que cette compétition rassemblera 16 équipes et attribuera 10 billets pour la Coupe du Monde U17. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans Maroc 2025 s'est déroulé ce jeudi au Caire. Les Lionceaux de l'Atlas sont dans un groupe assez prenable. Et à noter que les groupes B et D se retrouvent avec un qualifié à déterminer de la zone Afrique centrale qui viendront compléter ces poules. Voici la répartition complète des équipes de ce tirage au sort. Dans le groupe A, nous avons le Maroc, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. Dans le groupe B, nous avons le Burkina Faso, une équipe qualifiée à déterminer de la zone Afrique centrale, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Dans le groupe C, nous avons le Sénégal, la Gambie, la Somalie et la Tunisie. Dans le groupe D, pour finir, nous avons le Mali, l'Angola, la Côte d'Ivoire et la deuxième équipe qualifiée à déterminer dans la zone Afrique centrale. Voilà, ce sera tout pour ce rendez-vous. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.